Bonsoir à toutes et à tous. Soyez salués à travers l'Afrique. Soyez salués à travers le monde. Nouvelle d'Afrique du 4 avril 2025. Il est bientôt 22 heures, heure de France, lorsque votre serviteur prend la parole dans cet oratoire. Soyez salués. Nouvelle d'Afrique. Grande visite des pays de l'Alliance des États du Sahel en Fédération de Russie. La coopération s'accélère dans le monde multipolaire. Sidowabi, merci Tchepunkapu. Dorothée Kelly Yangono. Aimé Bourpassi, Mamadou Traoré. Dédicace spéciale au professeur El Hadji Mamadou Traoré, qui croupit actuellement dans les cellules infectes de Ouattara Dramane en Côte d'Ivoire. Gang, 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 gang. Gang, 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 gang. Gang, 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 gang. Alors, vous n'avez pas de son? Dites-moi si vous avez le son. Est-ce que vous pouvez écrire si vous avez le son? Côté Facebook, est-ce que vous avez le son? Ceux qui n'ont pas le son, n'hésitez pas à réactualiser votre page. Parce que on me dit de mon côté que le son passe bien. Merci. Samé Ouattara, sois salué. Chérif Amadou Oumar Bakayoko. Dédicace spéciale à Amadou Bakayoko, le chanteur d'Amadou et Mariam, l'époux de Mariam qui s'en est allé. Fraternelles condoléances à la famille de l'artiste malien qui a su promouvoir la cause des handicapés visuels avec son épouse Mariam. Nous leur disons Yako, Asia, force et courage. Un point central à l'ordre du jour. Quelle est la symbolique de la triple visite du Mali, du Burkina Faso et du Niger en Fédération de Russie? Quelle est la dimension de cette dimension? C'est la seule question dont je vous entretiendrai ce soir. Gang, 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 gang. Gang, gang, gang. Et je vous annonce que la semaine prochaine, à Niamey, où nous arrivons ce week-end, conférence dédicace à Niamey de notre ouvrage L'impérial terrorisme. Le public de la capitale vibrante du panafricanisme qu'est Niamey pourra venir à la rencontre de votre serviteur. La date et l'heure vous seront précisées dans les prochaines heures. Je serai à votre disposition pour dédicacer vos exemplaires de notre grand livre de ce début d'année, L'impérial terrorisme. Est-ce que vous avez pensé à partager cette émission? Nous allons parler de géopolitique, de géostratégie, de diplomatie,
C'est le grand maître Jean Bikoko Aladin qui nous accompagne. Il nous rappelle que chaque chose a son temps. Le temps du Sahel a sonné. Libwengen, Libwengen, Libwengen. La langue dans laquelle il chante, c'est ma langue maternelle, le Bassa Bantou du Cameroun. Ligwengen, gengen, gengen. Ligwengen, gengen, gengen. Gengen, gengen. Nous aborderons cette question centrale et puis nous éplucherons rapidement quelques points de l'actualité internationale africaine. Mais la question centrale, c'est quelle est la nouvelle dimension que prend la coopération internationale entre la Russie et les 3 étoiles polaires de l'Afrique des libertés, le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Ligweo, mama, ligweo, mama ligwe, gen, gen, gen. Mama ligwe, gen, gen, gen. Dijam ligwe, gen, gen, gen. Gen, gen. Gen, gen, gen. Africaines, Africains, vous, nos amis d'Europe, d'Asie, d'Amérique, vous qui êtes dans les îles des océans Indiens et Atlantiques, soyez les bienvenus. Votre serviteur est installé dans cet oratoire pour accompagner vos réflexions sur la dynamique, l'impulsion spéciale donnée aux relations diplomatiques entre les 3 étoiles polaires du Sahel, le Mali, le Burkina Faso et le Niger, et la grande puissance internationale, la Fédération de Russie. Il n'a échappé à personne de ceux qui suivent l'actualité internationale africaine que les ministres des Affaires étrangères du Burkina Faso, du Mali et du Niger, à la tête d'une forte délégation de leurs gouvernements respectifs, se sont rendus en Fédération de Russie, où ils rencontrent actuellement les plus hautes autorités de ce pays pour développer, nous disent-ils, davantage la coopération engagée entre le pays de Dostoïevski et les pays de Boubou Hama, de Thomas Sankara, de Modibo Keïta. Il peut être intéressant d'aller en profondeur dans ce que nous avons entendu, dans ce qui est dit à l'occasion de cette visite, pour ressortir la signification profonde de ce grand tournant géopolitique et géostratégique auquel nous assistons. Car cette triple visite, cette visite à 3, n'est pas anodine. Elle est riche d'enseignements. Et c'est pour vous en parler que je me suis connecté ce soir. C'est le sujet principal. J'aborderai par la suite au pas de charge quelques informations que j'estime secondaires concernant l'actualité africaine. Alors, d'abord, la Fédération de Russie a une relation spéciale au continent africain. Il est important que nous la restituions afin que les jaloux maigrissent. De toutes les puissances, de toutes les grandes puissances occidentales, la Fédération de Russie se distingue par le fait qu'elle n'a pas participé aux 3 grandes atrocités perpétrées contre le peuple africain ces 600 dernières années. La traite négrière, la barbarie coloniale, les barbaries néocolonialistes et impérialistes, sans oublier l'implantation de despotes vassaux accroupis sous les intérêts des puissances étrangères occidentales et moyen-orientales et ensanglantant l'Afrique. Je recommence. De manière incontestable et historiquement, scientifiquement parlant, la Fédération de Russie, sous sa forme antérieure, l'Union des républiques socialistes soviétiques, ou même l'Empire des Tsars,
n'ont pas prospéré dans le kidnapping des Africains, à partir notamment du XVIe siècle, n'ont pas prospéré dans l'invasion barbare et terroriste des colons, à partir donc notamment des XVIIe, XVIIIe, et n'ont pas non plus prospéré dans l'organisation d'une mafia néocolonialiste et impérialiste et l'inféodation du continent africain à travers les instruments de la dette que sont la Banque mondiale, le FMI, les clubs de Paris, de Londres, de Bruxelles, etc., de Genève, la Fédération de Russie, l'Union des républiques socialistes soviétiques, l'Empire russe n'ont pas leur canif planté dans le dos des Africains. Écrivez ça. Tilana Yomi. Commencez d'abord par écrire la ligne 1. Nous ne leur devons pas et ils ne nous doivent pas notre sang. Quelle que soit la puissance de la propagande des impérialistes, des néocolonialistes, des colonialistes et des négriers d'Occident et du Moyen-Orient, quelle que soit leur propagande, elle ne pourra jamais maculer les relations afro-russes, et bien de l'ignominie négrière, de l'ignominie coloniale, de l'ignominie néocoloniale et de l'ignominie impérialiste. Ça, c'est le premier point. Tout Africain présent sur cette terre et qui est confronté à une discussion sur cette question et qui aurait un moins de faiblesse sont priés de venir voir le docteur des preuves pour être mis à jour. Maintenant, il y a une deuxième chose qui est importante à noter dans la relation entre les Africains et la Russie. C'est que lorsque l'Afrique, écrasée par 5 siècles de domination, a engagé son redressement au milieu du XXe siècle en lançant des mouvements de libération, des mouvements d'indépendance, des mouvements d'autonomisation pour briser le joug des puissances négrières occidentales et moyen-orientales, coloniales occidentales et moyen-orientales, à partir notamment des années 40, les mouvements africains en lutte, en Afrique centrale, en Afrique du Nord, en Afrique de l'Ouest, en Afrique de l'Est et en Afrique australe, ont pu trouver régulièrement du soutien du côté des puissances du bloc de l'Est, et je cite notamment l'Union des républiques socialistes soviétiques, dont le noyau est bien sûr la Russie, je cite la République populaire de Chine, je cite la République populaire de Cuba, je cite alors à cette époque, après qu'elle ait émergé du colonialisme français, la République populaire d'Algérie. Ces pays qui appartenaient alors au bloc de l'Est anticolonialiste et anti-impérialiste volèrent concrètement au secours des mouvements de lutte africains, de l'African National Congress en Afrique du Sud, avec Umkhonto we Sizwe, la branche armée de la libération sud-africaine dirigée par le camarade Nelson Rolihlahla Mandela. La Fédération de Russie et les grandes nations du bloc socialiste vinrent au secours du mouvement pour la libération du Mozambique, le Frelimo, Front de libération du Mozambique. La Fédération de Russie, l'Union soviétique, le bloc de l'Est vint au secours du mouvement pour la libération de l'Angola, le mouvement populaire de libération de l'Angola, le MPLA, du brillantissime camarade Antonio Agostinho Neto Kilamba. Oui, l'Union des républiques socialistes soviétiques, la Russie, la République populaire de Chine, Cuba, vinrent au secours du PAIGC dirigé par le brillantissime
Amilcar Cabral, le libérateur du Cabo Verde et de la Guinée-Bissau. Oui, les Africains de l'Union des populations du Cameroun purent compter sur un début de soutien de ce bloc de l'Est, du bloc soviétique, dans la lutte contre le colonialisme français pendant plus de 25 ans, entre 1948 notamment et 1971. C'est ainsi pareillement que le Front de libération nationale de l'Algérie pouvait compter sur la Fédération de Russie, anciennement Union des républiques socialistes soviétiques sur Cuba et consorts, le RDA en Afrique de l'Ouest avec les grands camarades Modibo Keïta, Ahmed Sékou Touré, Mamadou Dia et consorts devaient s'appuyer sur ce bloc pour tenter de sauver leur peau. Tel était le sort du camarade Muammar el-Kadhafi à la tête de la Jamahiriya arabe populaire socialiste libyenne à partir de 1969, après avoir renversé le féodal néocolonisé et impérialisé roi Idriss Ier. C'est encore la Fédération de Russie qu'on trouva pour soutenir le panafricaniste révolutionnaire pan-arabe Gamal Abdel Nasser. Eh bien, en République populaire d'Égypte, oui, à Brazzaville, lorsque le camarade Ngouabi Marien menait la marche de ce peuple vers sa véritable autonomie, c'est encore avec l'appui de la Fédération de Russie, Union soviétique d'alors, de Cuba, de la Chine populaire, de Mao Tse-tung. Oui, la révolution congolaise menée par le grand héros national Patrice Emery Lumumba, dans les années 50 et 60, poursuivi par les camarades Pierre Moulélé, reprise par le camarade Laurent Désiré Kabila le Mzé. Tout ceci ne fut possible qu'avec le soutien fraternel, révolutionnaire et anti-impérialiste des puissances du bloc de l'Est. Quand les Africains marchent dans le monde, ils ne peuvent pas considérer que toutes les puissances de ce monde se sont comportées envers eux comme c'est comporté au moment les plus cruciaux, les plus sombres de l'histoire. Eh bien, l'Union des républiques socialistes soviétiques, la République populaire de Cuba, la République populaire de Chine et consorts. D'où vous observez que même quand il y a des soucis avec ces puissances, les Africains qui ont de la mémoire historique utilisent un ton fraternel. Je vais vous faire remarquer par exemple que le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont fait remarquer à la Chine qu'il y avait des abus de sa part dans l'exploitation des ressources naturelles dans le Sahel. Mais vous remarquerez que le ton utilisé par le Mali, le Burkina Faso et le Niger est un ton modéré. Mais pourquoi? Parce que la République populaire de Chine a aidé les mouvements de libération africains. Les Africains de tradition ne sont pas des ingrats. Quelqu'un a dit que l'ingratitude était une maladie non transmissible à l'homme. Mais c'est celui qui l'a dit qui n'est plus humain. Car si on est humain sur cette terre des hommes, on sait que la civilisation la plus hospitalière qu'il y ait sur la terre, c'est la civilisation négro-africaine. Qui dit civilisation la plus hospitalière, dit par conséquent civilisation la plus reconnaissante. Par contre, Monsieur Sarkozy, venez ici. Quelle est la civilisation la plus barbare et la plus sauvage? Monsieur Sarkozy, quelle est la civilisation la plus barbare et la plus sauvage que l'on connaisse sur la terre? Eh bien, dans l'histoire. Monsieur Sarkozy, je vous donne la parole. Vous êtes mieux placé pour en parler parce que vous êtes vous-même l'un des responsables de cette barbarie et de cette sauvagerie. On va vous donner la parole. Eh bien, entre deux de vos bracelets électroniques favoris. Monsieur Sarkozy, quelle est la civilisation la plus barbare et la plus sauvage? Allez-y. Je vais vous dire une chose. Oui, qu'est-ce que vous dites? L'Europe, de tous les continents du monde, ouais, est le continent le plus brutal, ouais, où il y a eu les guerres les plus sauvages. Ah, C'est pas l'Afrique, c'est pas l'Asie.
Ah bon? C'est l'Europe. Ah d'accord. Et je vais vous dire autre chose. Non, c'est bon, monsieur Sarkozy, c'est C'est- bon. Donc, quel que soit le débat dans lequel une Africaine ou un Africain est sur cette terre, on ne peut pas l'amener à poser sur le même pied de la balance, sur la même échelle d'une balance, l'attitude des anciennes puissances du bloc dit de l'Est envers l'Afrique et l'attitude des puissances négrières, des puissances coloniales, des puissances néocoloniales et impérialistes envers l'Afrique. Il n'y a pas de puissance parfaite. Je ne vous dis pas que la Russie soit un pays de saint, de pur. Un tel pays n'existe pas sur la terre. Vous et moi qui sommes ici, on n'est ni saint ni pur. Je ne l'ai pas dit de la Chine. Je ne dis pas cela de Cuba. Je ne dis pas que ce sont des paradis sur terre. Ce n'est pas cela mon propos. Mais je dis qu'envers nous, les Africains, ces pays-là se sont comportés d'une manière inoubliable. Tout Africain qui a une culture historique, une culture politique fondamentale, ne traite pas de la même façon la puissance russe, la puissance chinoise, la puissance cubaine sur le sol africain. Parce que nous, Africains, nous sommes une civilisation de la reconnaissance, de la gratitude. Et nous sommes une civilisation de la mémoire longue. Nous avons la mémoire très longue et très profonde. Ça, c'est la deuxième idée qu'il faut noter. Dans les relations entre l'Afrique et la Russie, n'oubliez pas qu'il y a le témoignage de l'histoire. On essaiera de vous faire oublier cela. On essaiera de vous parler de Wagner. Mais là encore, troisième argument. Quels que soient ceux qui viennent vous parler de Wagner, Wagner a volé ici, Wagner a pillé là. Dites-leur, faisons la somme des prédations attribuées par vous à la milice Wagner. On met ça sur un côté de la balance. Et on fait la somme de vos prédations. Les prédations des multinationales françaises, les prédations des multinationales britanniques, les prédations des multinationales américaines, les prédations des multinationales du Moyen-Orient. On fait la somme et on compare à ce que vous-même, selon vos calculs, attribuez à Wagner. Et on verra encore une chose, c'est que ce que Wagner a fait, Wagner qui n'est pas un groupe d'enfants de cœur qui viendraient défendre les Africains sans que les Africains les payent. Ce que Wagner a fait n'est rien. Ce que Wagner a pris n'est rien à côté de tout ce que vous avez ramassé et que vous ramassez encore. Il est important de rappeler aux puissances occidentales et moyen-orientales que les quantités de matières premières qu'elles ont prises en Afrique depuis plusieurs siècles n'ont même pas été entièrement comptées. Les Africains sont loin de savoir la quantité réelle d'or qui a été volée, la quantité réelle de pétrole qui a été volée sur leur sol, la quantité réelle de diamants, de cobalt, de manganèse, de lithium qui est volée en Afrique, la quantité réelle de coltan, de gaz qui est volée en Afrique, de bois qui est volé en Afrique depuis plusieurs siècles. Elle n'est même pas encore évaluée. Et rien de tout cela n'a été réparé, ni par l'Occident, ni par le Moyen-Orient. Donc, si on va vraiment à un bilan chiffré, statistique, ça ne tient pas debout. Demandez le bilan. Demandez à ceux qui veulent entrer en concurrence avec les Russes, les Chinois, etc. Demandez-leur de venir avec le bilan de leur prédation. Par exemple, demandez à toutes ces puissances occidentales de dire d'où viennent leurs réserves d'or. Ces puissances-là sont parmi les meilleures réserves d'or bancaires au monde. Qu'elles viennent nous expliquer d'où vient leur or. En attendant, nous, on a un ancien président français qui a été élu 2 fois président ici en France et qui va nous dire d'où vient l'argent que nous avons ici en France. Monsieur Chirac, d'où vient l'argent que les Français ont en France? Voilà. Monsieur Chirac, d'où vient cet argent? Parce que vous en avez beaucoup profité. Le président Gbagbo même disait comment vous le lui demandiez. Parce que vous savez que l'Afrique est riche. Allons-y. D'où vient l'argent qu'on a en France? Allons-y, monsieur Chirac.
dis seulement une chose, Ouais. c'est qu'une grande partie de l'argent qui est dans notre porte-monnaie vient précisément de l'exploitation depuis des siècles de l'Afrique. Pas uniquement, mais beaucoup viennent de l'exploitation de l'Afrique. Alors, il faut avoir un petit peu de bon sens, je ne dis pas de générosité, de bon sens, de justice, pour rendre aux Africains, je dirais, ce qu'on leur a pris, d'autant que c'est nécessaire si l'on veut éviter les pires convulsions, difficultés, avec les conséquences politiques que ça comporte dans le prochain avenir. Ça, c'est le troisième point, ce que j'appelle l'argument statistique. Venez avec les quantités que vous avez prises. Venez qu'on calcule ce que vous avez pris, et puis on va comparer ça à Wagner. Si vous n'êtes pas prêt à faire cette comparaison, circulez. Ne vous mêlez pas de nos affaires en Afrique. On gère nos affaires comme nous voulons. Si nous perdons, c'est nous qui perdons. C'est pas vous. Hein? Si nous perdons, c'est nous qui perdons. Ce n'est pas vous. C'est pas votre problème. Quelqu'un gère ses affaires, il ne t'a pas appelé, il ne t'a rien demandé. Tu viens lui dire, oh, fais attention. Hein, celui-là, tu vas faire des affaires avec lui, tu vas avoir des problèmes. Ne fais pas des affaires avec lui. Qui t'a sonné? Ce sont tes affaires? Si lui, il perd dans ses affaires, est-ce qu'il va venir te demander quelque chose? On passe au quatrième argument qui est très important dans ces relations. Les relations internationales entre l'Afrique et la Fédération de Russie. Quatrième idée. Les Africains doivent maîtriser ces idées que je vous donne. 1. L'idée, l'argument de la mémoire historique. Négrière, coloniale, néocoloniale. On ne leur reproche pas ça. 2. L'argument de l'assistance dans la lutte anticolonialiste, anti-impérialiste. Ce sont des frères d'armes des Africains pour les libérer. 3. L'argument de la cupidité mesurée de ces gens-là par rapport aux puissances occidentales et à leurs multinationales, puissances moyen-orientales, qui ont été elles-mêmes aussi des puissances négrières, coloniales, très criminelles en Afrique, comme elles le continuent. Je rappelle que, par exemple, le Qatar a participé au saccage de la Libye et à l'assassinat de Kadhafi. L'armée de Qatar, le Qatar que vous voyez là, il est l'un des responsables du désordre au Sahel. Bon. Quatrième argument. On va s'intéresser maintenant à l'attitude envers l'Afrique dans les relations internationales, l'attitude diplomatique envers l'Afrique. Mais écoutez, chaque fois que l'Afrique ou un pays africain a échappé au couperet, à la guillotine d'une grande puissance impérialiste, d'une grande puissance néocolonialiste, au Conseil permanent de sécurité des Nations Unies, quelles sont les puissances qui ont utilisé leur droit de veto pour protéger un pays africain? Je vous laisse écrire les noms vous-même. J'appelle le quatrième argument l'argument diplomatique. L'Afrique a pu compter à des moments décisifs de son histoire diplomatique sur la Fédération de Russie et la République populaire de Chine. C'est vrai ou c'est faux? Est-ce que vous savez que si la Russie et la Chine n'avaient pas leur droit de veto aux Nations Unies, une résolution permettant d'attaquer le Niger, le Mali, le Burkina, cette résolution aurait été votée à l'ONU depuis? Une coalition simiesque, criminelle, comme celle qui a dévasté la Libye, vous ne savez pas que les grandes puissances occidentales, là, les États-Unis, la France et la Grande-Bretagne, allaient monter cette coalition comme ils ont fait pour détruire la Libye, détruire l'Irak, etc. La moindre résolution des Nations Unies qui serait sortie en faveur de l'idée que le Mali, le Burkina Faso et le Niger constituent une menace pour l'ordre international. Est-ce que vous savez que les grandes puissances occidentales ont cherché depuis maintenant pratiquement 5 ans à utiliser le chapitre 7 de la Charte des Nations Unies de San Francisco, d'obtenir même une demi-résolution présentant le Mali, le Burkina Faso et le Niger comme des menaces à l'ordre international. Vous savez, selon le chapitre 7 de la Charte, le titre 7 de la Charte, eh bien, de l'ONU, il est dit que dès qu'il est établi qu'un pays constitue une menace pour la paix et la sécurité internationale, l'ONU peut voter une résolution permettant à des puissances d'aller réduire le régime politique de ce pays-là en poussière. Mais qui a empêché qu'une telle résolution passe?
la Russie et la Chine. Enfin, j'ajoute un argument supplémentaire. C'est l'argument de la qualité du transfert des technologies. La qualité du transfert de technologies. Quand vous comparez les transferts de compétences en matière technologique qui ont été opérés de la Russie vers l'Afrique à ceux qui ont été opérés de l'Occident vers l'Afrique, il n'y a pas photo. Quand vous regardez les transferts de technologie en matière de dotation d'armement qui ont été opérés de l'Occident vers l'Afrique, vous les comparez à ceux qui sont faits de la Russie vers l'Afrique, il n'y a pas photo. Les ingénieurs, les médecins, etc., les cadres les plus opérationnels, les agronomes africains ont été plus facilement et plus rapidement formés, préparés en Russie à venir travailler en Afrique, en Chine pareillement, qu'en Occident. Il a été plus facile aux armées africaines de s'équiper en armes grâce à la Russie, grâce à la Chine, que grâce aux puissances occidentales qui voulaient maintenir les pays africains en situation de faiblesse pour pouvoir continuer à les exploiter. Vous devez savoir tout cela. La qualité de transfert de technologie est telle que... Mais le Mali, le Burkina Faso et le Niger vont bientôt avoir leurs satellites. Alors qu'ils sont depuis plus de 60 ans avec la France comme partenaire privilégié avec 0 satellite. L'Angola a déjà au moins 2 satellites en orbite grâce à sa coopération avec la Russie, avec Roscosmos. Le Burkina Faso que vous voyez là se prépare avec le Mali et le Niger à construire des centrales nucléaires pour pouvoir exploiter sur place l'uranium et sortir le pays de la dépendance énergétique. Sortir le Sahel de la dépendance énergétique. Il est important que vous sachiez ces choses-là. Et avec la Fédération de Russie ou la République populaire de Chine, les investissements de dernier cri sont réalisés en un temps record. C'est le 6e argument. Et je viens au 7e argument qui est extrêmement important. C'est que en réalité, ces pays-là n'ont pas la prétention de civiliser les Africains. La Russie, la Chine ne viennent pas en Afrique nous expliquer qui doit se marier avec qui. Ils ne viennent pas en Afrique nous imposer leur compréhension des droits humains. Ils ne viennent pas en Afrique nous imposer leurs critères de bonne gouvernance. Ils ne viennent pas en Afrique nous imposer leur croissance, leur taux de croissance comme étant le dogme fondamental de la santé économique. Ils ne viennent pas avec des normes toutes faites qu'ils viennent imposer aux Africains. Ils laissent les Africains éprouver leurs propres normes et encouragent les Africains à développer des initiatives autonomes parce qu'ils souhaiteraient une Afrique suffisamment autonome pour pouvoir avoir des relations mutuellement bénéfiques. Et c'est ça la logique du monde multipolaire. Donc le 7e argument ici, il faut que tout le monde le comprenne très bien. Ces pays-là sont vraiment, non pas dans une relation d'égal à égal, ce serait abusif, mais ils sont dans une relation dans laquelle a été acceptée l'idée que c'est l'amélioration des conditions de vie des Africains qui va en faire de bons partenaires pour la Fédération de Russie ou pour la Chine. Bon, regardez les infrastructures accomplies sur le continent africain en un temps record par la Chine. Regardez ce que la Chine a réalisé en Afrique en moins de 30 ans. En moins de 30 ans, elle a réalisé ce que l'Occident n'a pas réalisé en Afrique en 300 ans. Le différentiel d'opérationnalité et d'efficacité convainc les Africains que la coopération gagnant-gagnant avec ces puissances est bien meilleure que la coopération gagnant-perdant systématique avec l'Occident. Je vous pose une question toute simple. Est-ce que vous vous rendez compte que, par exemple, entre la France et les pays de la zone UEMOA, il y a un excédent commercial de 2 milliards d'euros. 2 milliards d'euros en faveur de la France. Dites-moi, mais si les pays de l'UEMOA sont des pays pauvres et que la France est un pays riche, comment peut-on expliquer que le pays riche réussisse à gagner 2 milliards de bénéfices au contact des pays pauvres, qui eux sont déficitaires?
Non, je recommence la question. Hein. Quelqu'un te dit que tu es pauvre, mais après, quand tu le regardes, tu te rends compte qu'il est riche grâce à toi. Le problème est le suivant. Comment peux-tu être pauvre si c'est grâce à toi que l'autre est riche? C'est la question posée par l'Afrique. C'est l'objection africaine. On ne peut pas considérer l'Afrique comme pauvre alors qu'on s'enrichit à ses détriments. De deux choses l'une. Soit l'Afrique est pauvre, et dans ce cas, vous ne pouvez pas vous enrichir en exploitant l'Afrique. Soit l'Afrique est riche, et c'est pour cela que vous vous enrichissez en exploitant l'Afrique. Or, on voit bien que vous vous enrichissez en exploitant l'Afrique, donc l'Afrique est riche. Donc, voilà le cadre théorique général dans lequel il faut comprendre les relations russo-africaines et comprendre les relations entre les pays de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel et la Fédération de Russie. Je voulais commencer par ce cadre général. Maintenant, j'entre dans des aspects particuliers, des choses qu'il faut vraiment méditer et qui concernent spécialement les pays de l'AES. Alors, la coopération entre les pays de l'AES et la Fédération de Russie passe à un niveau supérieur. Si on devait utiliser le langage des mathématiques scalaires, on passe ici à une échelle supérieure. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a des efforts d'intégration accélérés entre le Mali, le Burkina Faso et le Niger au niveau militaire, intégration accélérée en cours au niveau économique, intégration accélérée au niveau de la communication, de l'audiovisuel, intégration accélérée au niveau du renseignement stratégique, intégration accélérée au niveau, par exemple, des transports, intégration accélérée au niveau de la mobilité des populations. Il s'ensuit que le partenaire essentiel qu'est la Russie a besoin de son côté de mener des politiques qui tiennent compte de cette convergence. C'est la première raison. C'est-à-dire que la Russie, désormais, en réalité, va entrer dans une coopération avec un État de taille comparable à elle. De taille relativement comparable à elle. Parce que quand vous additionnez le Mali, le Burkina, le Niger, ça donne un État sous-continent. Et la Russie, donc, prend maintenant toutes les dispositions pour pouvoir entrer dans une coopération d'État sous-continent à État sous-continent. C'est-à-dire que la Russie se rend compte que pour coopérer efficacement maintenant avec l'AES, elle-même, elle doit élever le niveau. Parce que l'AES, son niveau est élevé. Vous comprenez? Donc, les deux administrations se sont rencontrées pour passer à cette augmentation d'échelle. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point est tout aussi important. Pourquoi cette rencontre quadripartite? Pourquoi cette rencontre quadripartite? La Confédération de l'Alliance des États du Sahel est en fait la grande barrière de défense de l'Afrique noire. C'est la muraille de l'Afrique noire. Vous ne pouvez pas comprendre ce que je dis si vous oubliez que le plan de l'OTAN était d'envahir l'Afrique noire à partir de la déstabilisation de l'Afrique du Nord. On a cassé la Libye. On a armé Al-Qaïda et l'État islamique pour que le Sahel soit déstabilisé. Ensuite, le golfe de Guinée. Ensuite, le bassin du Congo, le Grand Congo. Ensuite, on finit avec l'Afrique du Sud. L'objectif était de faire de tout le continent africain un continent fragile, en insécurité permanente, par conséquent obligé d'accepter le pillage continu de ses ressources, de ses matières premières. C'est ça le plan de l'OTAN. Or, ce plan a été interrompu quand l'Alliance des États du Sahel est apparue. Elle a balafré le plan en deux. Cette alliance a opéré véritablement comme une takuba, une épée guerrière. Cette alliance a freiné le plan de l'OTAN, qui était en fait de relier par l'insécurité l'Afrique du Nord avec l'Afrique centrale. Al-Qaïda et l'État islamique ont été envoyés en mission au Sahel pour créer un taux d'insécurité uniforme sur tout le continent africain, de telle façon que les dirigeants africains soient obligés de passer par la Banque mondiale, de passer par le FMI, de passer par l'OTAN, de passer par l'Union européenne pour le moindre des projets qu'ils doivent réaliser. C'est ce qui donne des choses ubuesques comme la situation du Sénégal, qui en est à solliciter 15 millions d'euros auprès de l'Union européenne pour sécuriser soi-disant sa frontière avec le Mali. Des choses incongrues comme cela, nous étions presque condamnés à les voir se reproduire tant qu'on n'arrêtait pas le plan de déstabilisation du continent africain par l'OTAN. Vous comprenez? Donc, l'AES que vous voyez là, l'AES est la muraille stratégique de l'Afrique noire. L'AES est le verrou qui désormais protège l'Afrique noire.
et défend l'Afrique noire contre le plan de prédation qui a été ourdi contre elle. La Russie prend donc conscience du fait qu'elle doit aider ce grand allié, cet État sous-continental en gestation, l'État sahélien. La Russie se rend compte qu'elle doit l'aider à avoir une défense à la hauteur de ses ambitions. Parce qu'il s'agit plus simplement de la défense du Mali, du Burkina Faso et du Niger. Il s'agit désormais de la défense du Sahel. Et cette défense du Sahel est un élément important pour empêcher la déstabilisation du golfe de Guinée. C'est un élément important pour empêcher le dépeçage continu du Congo, du bassin du Congo, pour empêcher l'effondrement de l'Afrique du Sud. Je vous fais remarquer au passage que l'Occident politique, notamment les États-Unis, même sous Trump, est en train d'augmenter la pression sur l'Afrique du Sud. Vous avez vu comment ils ont renvoyé comme un malpropre l'ambassadeur sud-africain aux États-Unis. Il y a une pression énorme sur l'Afrique du Sud. Pourquoi? Parce que c'est un pays de réserve stratégique, c'est un pays de l'or, c'est un pays du diamant, c'est un pays de l'uranium, c'est un pays du cuivre, c'est un pays du cobalt, etc. L'Occident panique parce qu'en fait, à un moment donné, il va y avoir de sérieux problèmes d'approvisionnement en matières premières. Ces problèmes d'approvisionnement en matières premières ne sont pas ceux de la Russie. La Russie, qui est un État-continent, même pas sous-continent, mais un État-continent, dispose de réserves de matières premières stratégiques importantes, y compris l'uranium. D'accord? Elle n'est pas dans la même situation que l'Europe de l'Ouest, ou même les États-Unis. La Russie n'est pas dans la même situation. Donc, dans le cas d'espèce, on veut maintenir l'Afrique sous pression parce que les matières premières stratégiques africaines sont les seules qui puissent potentiellement permettre à l'industrie occidentale, j'entends par là européenne et américaine, de se maintenir à niveau. Parce que sous le sol européen, il n'y a pas d'uranium, il n'y a pas d'or, il n'y a pas de diamant, il n'y a pas de pétrole, il n'y a pas de gaz, il n'y a pas de manganèse, il n'y a pas de coltan, il n'y a pas de lithium. Sous le sol de l'Occident, il n'y a pas les matières premières stratégiques grâce auxquelles fonctionne l'industrie, la métallurgie, la sidérurgie. La haute technologie occidentale est dépendante des matières premières non occidentales et principalement africaines. Donc, il faut que vous compreniez ce qui se passe. Cette rencontre entre le Mali, le Burkina Faso et le Niger a pour but précisément d'élever le niveau de coopération militaire, niveau de coopération technologique, niveau de coopération scientifique, niveau de coopération stratégique. On a un troisième point qui est extrêmement important ici. En cette année 2025, toute l'Afrique regarde le Mali, le Burkina Faso et le Niger et les attend vers la prochaine réforme révolutionnaire qu'ils ont eux-mêmes annoncée par plusieurs fois ces 2 dernières années. Vous la connaissez. Quelle est la réforme révolutionnaire qui est attendue par tous les Africains? En Afrique, anciennement colonie française ou territoire sous tutelle française. Quelle est la réforme? Quelle est la réforme qui est attendue? Quelle est la réforme qui va doucher définitivement les rêves de ceux qui ont construit leur puissance sur l'exploitation de 15 pays africains? Cette réforme, c'est la suppression, c'est l'abandon du franc CFA. Or, la Russie est une puissance qui a une très ancienne tradition monétaire. Par conséquent, c'est vraiment une partenaire de choix dans le retour de l'Afrique à la souveraineté monétaire. Du point de vue de la Fédération de Russie, le retour de l'Afrique à la souveraineté monétaire est une condition même de l'efficacité de son action en Afrique. Car lorsque tu possèdes ta propre monnaie, tes partenaires sont obligés d'acheter tes richesses en utilisant ta monnaie. Et en utilisant ta propre monnaie, tes partenaires sont donc obligés de créditer ton économie. Quand la Russie aura en face d'elle le Mali, le Burkina Faso, le Niger, rassemblés en confédération, voire en fédération, ayant une seule et même monnaie, le Sahel. Mais la Russie va acheter l'uranium, l'or, le manganèse, le cobalt, les diamants du Sahel en monnaie Sahel. Elle va acheter en monnaie Sahel, ce qui fait que les Sahéliens vont avoir de l'argent pour pouvoir commercer avec tous ceux qui sont intéressés justement par leur richesse. Parce que
plus l'autre crédite ton économie en utilisant ta monnaie, plus tu as des réserves de change pour faire des affaires avec les autres. Puisque ta monnaie devient prisée par plusieurs économies, eh bien, ceci te permet de valoriser tes produits. Cela te permet eh bien, d'utiliser ce qu'on appelle le fameux taux directeur pour tirer chaque fois en fonction des fluctuations du marché le meilleur profit de ta monnaie. La possession d'une monnaie est une condition essentielle pour se développer. Car c'est quand tu es le maître de ta monnaie que tu peux l'ajuster en fonction de l'évolution du marché pour pouvoir en tirer le plus grand bénéfice pour ton système économique. Quand tu as ta propre monnaie, eh bien, tu valorises en fait ta production. Puisqu'on achète ta production dans ta monnaie, eh bien, ta monnaie ainsi est renforcée et elle te permet d'avoir des réserves de change extrêmement importantes. Donc, la Russie, la Chine, tous ces pays ont intérêt à voir l'Afrique sortir du CFA. Et les travaux préparatoires que nous avons vus indiquent l'accélération de cette échéance. Alors, les autorités sahéliennes étant des personnalités très averties, savent que c'est un processus qu'il faut mener de manière scientifique, de manière rigoureuse, pour ne pas s'aliéner une société frileuse et parfois manipulée par la propagande néocolonialiste et impérialiste. Et c'est pour cela que eh bien, les dirigeants maliens, burkinabés et nigériens prennent le temps nécessaire à la décision irréversible. Mais cette décision, j'en suis convaincu, va tomber. Elle va incessamment tomber parce que l'accélération de ces travaux me laisse penser que la décision est proche. Nous devons y être prêts en tant que société civile africaine et même des diasporas. Nous devons accompagner ce processus de réappropriation monétaire. Et nous devons continuer à nous donner les moyens intellectuels de bien apprécier les difficultés qui vont apparaître, les étapes par lesquelles on va passer et les solutions qu'il faut mettre en œuvre. Ça, c'est une des raisons pour lesquelles eh bien, ils se sont retrouvés. Enfin, il y a une autre raison que j'ajouterais. Ces retrouvailles eh bien, de Moscou, mais sont en rapport avec les préparatifs suspects de la CEDEAO. La CEDEAO, qui est le bras armé du néocolonialisme français et de l'impérialisme occidental en Afrique de l'Ouest, vous l'avez vu déterminé à armer des gens supposément pour combattre le terrorisme, alors même que les pays de la CEDEAO sont les principales bases arrières des individualités et des organisations terroristes. Je voudrais rappeler ici que le Sénégal continue d'héberger l'ambassadeur d'Ukraine qui a avoué avoir organisé le massacre des soldats maliens à la fin du mois de juillet 2024 à Tinzaouaten, au nord du Mali. Et il a avoué cela aux côtés de notre officiel ukrainien en disant qu'ils ont agi de concert avec les organisations terroristes Al-Qaïda et l'État islamique. Je vous rappelle que la Mauritanie, c'est un fait connu, est une base arrière de ces organisations terroristes puisque plusieurs chefs terroristes ont le gîte, le couvert et même l'hôpital en Mauritanie. Quant à l'Algérie, eh bien, c'est un secret de polichinelle. L'Algérie, c'est leur village naturel. L'OTAN y héberge tranquillement ses chefs terroristes avec la complicité du pouvoir corrompu des généraux algériens et la vie continue. La Côte d'Ivoire de Alassane Dramane Ouattara est devenue un hub des puissances parraines du terrorisme. D'ailleurs, les organisations terroristes n'hésitent pas, quand elles sont en difficulté au Burkina, à s'enfuir en Côte d'Ivoire où elles bénéficient du répit pour se reconstituer. On a vu la situation critique des relations bénino-nigériennes parce que le Niger, en réalité, a fait dans le laxisme envers les puissances parraines des organisations terroristes. On voit aujourd'hui pourquoi le Niger sort de la force mixte internationale à cause de l'ambiguïté du Nigeria qui continue à coopérer avec les parrains des organisations terroristes et de prétendre d'un autre côté qu'il veut lutter contre le terrorisme aux côtés du Niger et du Tchad. On voit beaucoup d'autres pays, c'est le cas de pays comme le Cameroun, le Bénin, le Togo, etc., qui sont dans l'ambiguïté stratégique totale. Dans ces conditions, il était important que les pays de l'AES, avec leurs grands alliés russes, renforcent le dispositif pour contrecarrer les plans de déstabilisation qui sont ourdis actuellement à partir des pays noyautés par l'impérialisme et le néocolonialisme et qui gangrènent de groupes terroristes les frontières de l'Alliance des États du Sahel. Mais voilà la profondeur à laquelle on peut imaginer que les travaux de Moscou sont allés. Donc, mes chers amis, j'ai fini pour ma part de vous donner
ce que je considère vraiment comme l'arrière-fond du ballet diplomatique auquel nous avons assisté. Donc, en conclusion, les relations entre la Fédération de Russie et la Confédération des États du Sahel passent à un niveau supérieur. Ces relations, désormais, anticipent sur les grandes menaces systémiques mises en place par le néocolonialisme, l'impérialisme occidentaux et moyen-orientaux et leurs laquais de la sous-région africaine. Ces rencontres ont pour but de préparer les révolutions imminentes, la révolution monétaire, la fin du CFA au Sahel, l'émergence de la monnaie Sahel. Ces rencontres ont pour but d'anticiper sur les facteurs de trouble, les déstabilisations immanquables qui vont venir à partir de ces États voisins. C'est l'ensemble de ces menaces qui pèsent à l'horizon qui ont fait l'objet de cette réunion anticipée de haut niveau. Et les conclusions que nous avons lues, qui sont publiées dans la presse, nous permettent, à partir de notre habitude de la pratique politique, de reconstituer ce que nous vous avons dit. Voilà vraiment l'essentiel de ce que je voulais partager aujourd'hui avec vous. Je veux saluer la coopération entre les pays africains et les pays étrangers à l'Afrique qui n'ont pas participé à la traite négrière, à la colonisation et à l'impérialisme. Je voudrais saluer Cuba. Je voudrais saluer la République populaire de Chine. Je voudrais saluer la Fédération de Russie pour leur effort d'avoir une coopération authentiquement humaine avec les Africains. Je ne dis pas que tout se passe parfaitement. Un proverbe africain dit que dans la bouche, il arrive à la langue de se cogner avec les dents. Donc, incontestablement, les relations russo-africaines ou sino-africaines ne sont pas toujours un long fleuve tranquille. Mais il y a une constante, c'est qu'elles ne peuvent pas être comparées. Elles ne peuvent pas pâlir de jalousie quand on les met en présence des relations occidentalo-africaines ou moyen-orientalo-africaines. Il faut que ce soit clair. C'est donc une très grande visite et je crois que nous allons voir très rapidement, dans les jours à venir, les conséquences de cette visite. Donc, ça, c'était vraiment la principale analyse que je voulais vous proposer ce soir. Au titre des informations et de court terme, je vous dis donc que je serai dès ce week-end au Niger, à la tête d'une délégation de l'Institut de l'Afrique des Libertés. Je serai au Niger et notamment à cette occasion, nous allons dédicacer dans une conférence publique à Niamey notre livre phare, le livre dont on parle et que vous plébiscitez tous, l'impérial terrorisme. Alors, à nos amis de la place de Niamey, je dis que, il y aura des exemplaires disponibles et sur le long terme, la place de Niamey sera fournie en nombre suffisant d'exemplaires pour satisfaire toute la demande. Mais en tout cas, ponctuellement, à l'occasion de cette cérémonie conférence dédicace, vous serez suffisamment servis. Alors, autre information à très court terme, toujours en rapport avec ces dédicaces-là, je voudrais saluer tous les lecteurs, les lectrices qui sont aux États-Unis, qui sont au Canada, qui sont à travers l'Europe et qui, en attendant que nous nous rencontrions physiquement, ont accepté d'utiliser la méthode astucieuse que votre serviteur a proposée. C'est que vous m'écrivez inbox. Vous avez plusieurs possibilités de me faire des inbox, soit par Facebook, soit par WhatsApp. Vous avez des numéros à votre disposition sur mes plateformes. Vous entrez dans l'inbox, vous m'envoyez une photo de vous avec votre livre, ce qui me prouve que vous avez acheté un exemplaire. Et je vous écris à la main, comme je l'ai expliqué plusieurs fois, je vous écris à la main une dédicace au nom que vous allez me donner. Je la scanne ou je la filme, je vous la renvoie. Et vous, alors, par la suite, il ne vous reste plus qu'à faire quoi? Il ne vous reste plus qu'à imprimer. Vous imprimez simplement la page de la dédicace que je vous ai envoyée. Vous l'imprimez. Vous imprimez la page de cette dédicace et dans votre ouvrage, vous ouvrez là et vous pouvez la coller ici. Je salue tous les lecteurs et lectrices. Maintenant, il y en a des milliers à travers le monde qui ont compris ce principe et qui, tout d'un coup, m'ont vraiment mis au travail. Je dois signer pratiquement 100 maintenant de dédicaces tous les jours. Je dois signer 100 de dédicaces tous les jours
depuis plusieurs jours que les lecteurs les plus éloignés, des gens qui sont en Australie, des gens qui sont en Chine, au Moyen-Orient et qui ont acheté leurs livres, ils m'écrivent tous. Hein, bon, ceux qui ne souhaitent pas que je publie leurs photos et leurs images ne me la donnent pas. Ils me donnent quand même la preuve qu'ils ont acheté leur bouquin. Je leur fais une dédicace. Je voudrais vous remercier du plébiscite que vous assurez à ce livre. L'expérience de ce livre prouve très bien que les Africains n'ont rien contre la lecture. Mais les Africains veulent lire des livres qui les libèrent. Les Africains veulent lire des livres qui les défendent. Lire des livres qui les approfondissent. Lire des livres qui leur promettent de les aider à renforcer leur propre capacité de penser. Ceux qui croyaient que l'Afrique était devenue hostile à la civilisation de la connaissance ont, à l'occasion de l'aventure de ce livre à travers le monde, la preuve du contraire. Ceux d'entre nous-mêmes qui pouvaient avoir perdu foi en la capacité africaine d'apprendre n'ont qu'à voir ce qui se passe avec ce livre. Je vous dis qu'à Bamako, je suis resté de 10h à 17h. Et les lecteurs sont restés en rang pendant pratiquement 7 heures de temps. Ils ont non seulement assisté à la conférence, qui était parrainée par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique du Mali, le professeur Bouré Makansai, que je salue. Les gens sont restés là. Certains étaient venus depuis 10 heures, et même un peu avant 10 heures, et ils sont repartis seulement vers 17 heures, après avoir obtenu leur dédicace rédigée. C'est ce qu'on a vu à Bamako. Ça s'est passé au mémorial Modibo Keïta. Plusieurs sont témoins et pourront confirmer ce que je vous dis ici. Moi, j'ai la preuve qu'il y a une passion de la connaissance en Afrique. Et qu'en fait, nous n'avons pas, collectivement, c'est une autocritique collective, nous n'avons pas toujours su trouver la meilleure façon de remettre la connaissance, la science au cœur de la société. C'est pour ça qu'on a laissé passer l'idée selon laquelle les Africains n'aiment pas les longs papiers. C'est pas vrai. C'est une mauvaise manière de positionner l'intellectualité dans la cité qui a rendu l'intellectualité détestable. Mais quand l'intellectuel est au service des questions et des problèmes des gens, quand il leur parle de ce qui, en réalité, trouble leur vie, de ce qui questionne leur vie, mais les gens s'intéressent à ce que produit l'intellectuel. Les gens sont vraiment venus, viennent vers ce livre, parce qu'ils veulent avoir le cœur net sur mais qui nous attaque. Ils veulent être suffisamment documentés sur le débat pour pouvoir être en capacité de savoir et de transmettre à leur tour une connaissance lucide du monde dans lequel nous sommes. L'expérience de ce livre m'a complètement débarrassé de l'illusion que je pouvais entretenir de la haine qui serait devenue très populaire du livre dans notre population. Même des gens qui, malheureusement, ne savent pas lire, ont souhaité même que le livre soit traduit en langue, mis en audio pour qu'ils l'entendent. Parce que c'est sûr que vous savez qu'on peut vaincre une partie de l'analphabétisme, de l'illettrisme ou même de l'inculture des gens, aujourd'hui avec le livre audio traduit en langue. Si nous avions un super service de traduction de certains ouvrages en langue nationale, les gens même qui ne maîtrisent pas l'écriture, mais qui sont capables tout naturellement d'écouter, pourraient lire des livres. Puisqu'il leur suffirait d'avoir l'audio de ce livre-là. Un peu comme par exemple le logiciel Audible le fait. Avec l'audio du livre, il leur suffirait, ils écouteraient le livre dans leur langue. J'imagine mon livre là traduit en Bassa, en Fufulde, en Hausa, en Bambara, en Kikongo, en Muluba, en Zulu, en Kosa. Et même nos parents, nos aînés qui éventuellement n'ont pas du tout été à l'école, qui ne savent pas lire et écrire, ils écouteraient le livre. Ils peuvent l'écouter au chant, dans leur langue. Vous voyez? Donc, nous sommes à une époque, en fait, nous devons redoubler de créativité pour replacer la connaissance au cœur de notre société. Nous devons nous débarrasser, même nous-mêmes, nous, Africains, des préjugés que nous avons parfois développés par manque de créativité envers notre propre société. Ah, les gens n'aiment pas lire. Beaucoup de gens m'ont souvent dit ça. Hein. Ah, tu sais, oh, prof, tu sais que les gens ne savent pas lire. Mais à Bamako, la salle était pleine. Les gens sont restés 7 heures de temps pour avoir chacun son exemplaire dédicacé. Sa photo avec votre serviteur pour pouvoir repartir en disant, voilà, j'ai vraiment rencontré celui-là que je vois souvent seulement derrière les écrans.
Alors, et j'attire enfin l'attention des uns des autres que on me parle souvent, je vois souvent sur mes pages sur les réseaux sociaux, aller sur le terrain. Mais je pose la question, quand je suis sur le terrain là, qu'est-ce que vous dites? Quand vous allez donc me voir à Niamey là, Niamey où je m'en vais là, c'est Facebook. Niamey où je m'en vais là, c'est ici. Mais je vais en Afrique depuis pratiquement 25 ans. Depuis tout le temps que je suis installé en Europe, je vais systématiquement en Afrique. Pratiquement parfois au moins 5 fois. Je passe au moins 3 mois de chaque année, depuis plus de 20 ans, en Afrique. Pour cette éducation citoyenne, cet éveil citoyen. Alors, vous voulez que je sois sur le terrain de quelle façon? J'en profite pour répondre à une objection que j'ai entendue. Depuis que j'appelle mon pays natal, le Cameroun, à comprendre que l'élection de l'ECAM ne va pas permettre un changement politique, mais c'est la mobilisation populaire, on me fait l'argument suivant. On me fait l'argument, mais viens toi-même à la poste centrale de Yaoundé lancer. Je veux répondre, par exemple, à cet argument. J'ai rencontré des anciens camarades de fac, je ne dirai pas leur nom, qui sont des membres du régime de Paul Biya, à un aéroport français il y a quelques années. Bon, on s'est salué, puisqu'à quand même on a fait la fac ensemble. Donc, bonjour, bonsoir, comment ça va, etc. Et puis, inévitablement, puisqu'on attendait le même avion, on en est venu forcément à parler de politique. Et nos différends en matière de politique sont très anciens, ils datent de la fac. Ils sont de la nébuleuse du pouvoir. Moi, j'ai toujours été contre. Bon, enfin. Les gars disent, mais ouais, toi, tu es ici, bon, grâce aux réseaux sociaux, tu as repris du poil de la bête, tu défends tes idées perforent la société, etc. Mais, écoute, si tu veux vraiment montrer que tu es capable de changer la société, il faut venir à Yaoundé dire ce que tu dis là. Dire que Paul Biya, c'est un satrape reptilien. Il faut venir à Yaoundé dire ça. Des potes à moi, hein, ça se passe il y a 2 ans par là. Des potes de lycée et de fac qui sont à l'intérieur du pouvoir là-bas au Cameroun. Écoutez la réponse que je leur ai faite. Il y a un là, quand on jouait à l'équipe de foot de la faculté de lettres, des arts et des sciences humaines, la Flash. À l'époque, moi, j'étais gardien de but parce que moi, j'ai souvent joué à 2 postes au foot. On me connaît beaucoup plus comme avant-centre, mais j'étais gardien avant. Alors, à la fac, par exemple, j'étais gardien de but avant de repasser avant-centre vers la 3e année. Donc, ce gars-là, on était en train de jouer, on avait perdu un match et il voulait me faire porter la responsabilité à moi tout seul parce que j'ai raté un penalty. Ça ne m'a pas plu du tout dans le vestiaire. Je lui ai dit non, écoute, il y a une limite, on a tous perdu. Si vous vouliez qu'on gagne le match, il fallait qu'on fasse tout pour marquer au moins un but de plus que l'adversaire. Il nous a battu 1-0. Bon, j'ai raté un penalty, ok. Mais si on avait eu plusieurs occasions de but qui allaient au fond, on faisait nul. Mais n'essayez pas de faire comme si. Vous savez, au Cameroun, là, la mauvaise habitude que les gens ont dans les équipes, il faut toujours un bouc émissaire. Et quand on perd un match, et que toi, tu as commis, tu n'as pas réussi un geste crucial dans le match, vous savez ce qu'on dit au Cameroun? Il a vendu le match. Ça m'avait particulièrement choqué de la part de ce pote-là, de dire que j'ai vendu le match alors que j'étais le premier à être le plus triste du monde, qu'on ait perdu la finale de la Coupe de la Flash. Hein, parce que, bon, on a eu un penalty, je l'ai raté, et eux, ils ont eu un penalty, ils l'ont marqué. Mais enfin, quand même, on aurait pu marquer d'autres buts. Il y avait des tas de joueurs là sur le terrain. Enfin, on a perdu, et on a perdu régulièrement. L'arbitre n'a pas triché, on avait perdu, mais les gars voulaient, non, c'est toi. Bon, lui, il faisait partie de ceux qui me chambraient. À un moment donné, ça ne m'amusait plus. Je lui ai dit, tu arrêtes. Elle dit, ah, si je n'arrête pas, tu vas faire quoi? Je l'ai frappé. Je lui ai donné une balayette. On appelle ça chez nous au Cameroun la chandelle. Je l'ai wash. Il est monté comme un bois. Il se lève, je donne encore. Eh mais, moi, je suis un gars de bassin. Hein. Tu te moques de moi. Il faut être plus fort que moi. Lui, là, on avait 20 ans comme ça, hein, 19, 20 ans. Je l'ai bien allumé. Il semblait avoir oublié ça. Comme on est maintenant des quarantenaires, cinquantenaires à l'aéroport, il me dit, viens à Yaoundé montrer ta force là. Je lui ai dit que non. Écoute, votre problème, vous qui exercez le pouvoir en Afrique, c'est que vous n'avez aucun code de l'honneur. Le code de l'honneur, c'est un principe de morale universelle qui dit qu'on n'affronte que ses égaux. On n'affronte que ses égaux. Toi là,
Je ne t'avais pas tapé en 1992 à la fac. N'est-ce pas que les gars s'étaient mis autour comme ça, j'étais tapé, tu t'es levé, j'ai tapé, tu es retombé. J'étais encore tapé. Même maintenant, là, laissons nos affaires de grade, de professeur, tout ça, là. Enlevons nos lunettes, les gens qui sont à l'aéroport ici, qu'ils voient, je vais te taper encore. Donc, de toi à moi, déjà, la question du rapport de force, elle est résolue. Toi, tu me dis de venir à Yaoundé, en sachant très bien que Paul Biya, qui dispose de la police, qui dispose de la gendarmerie, qui dispose de l'armée, son premier réflexe, si je viens à Yaoundé, ce serait de faire quoi? Ce sera d'utiliser cette force contre moi. Mais est-ce que si on me met moi tout seul là avec Paul Biya, on nous met dans une pièce, on dit, vous êtes des hommes, Paul Biya est un homme, il est né en 1933. Toi, Yamsi, tu es né en 72. Tous les deux, restez dans la salle là, battez-vous, on revient dans 5 minutes. Qui est-ce qu'on va trouver vivant là-bas? Ah, vraiment, en supposant que nul ne possède une arme à feu, rien. Qui on va trouver vivant si moi et Paul Biya, on a une bagarre? Voilà un autre type qui passe pour un homme courageux, alors qu'il ne peut pas me battre. Il y a même ces égaux là qui ont 94 ans, qui le frappent. Mais il menace les Camerounais en se cachant derrière des fusils que les Camerounais payent. Des bombes que les Camerounais payent. Et des avions que les Camerounais payent. Mais quel mérite y a-t-il pour Paul Biya à dire qu'il est plus fort que moi, alors que ce n'est pas sa valeur individuelle qui est en jeu, c'est l'usage des moyens publics et collectifs. Voici des gens qui, en fait, peuvent organiser une bagarre entre un garçon de 18 ans et un enfant de 3 ans et féliciter le garçon de 18 ans pour sa victoire. Parce qu'ils n'ont pas cette chose qu'on appelle le code de l'honneur. S'il faut qu'il y ait la bagarre, il faut qu'il y ait bagarre entre égaux. Parce que comme ça, on va voir entre égaux qui est quand même plus fort que l'autre. Tu as du mérite si tu frappes ton égal. Chez nous, par exemple, en Pays Bassa, quand tu rentrais à la maison et que tu dis que quelqu'un t'a frappé en chemin, on te demandait quel âge il a. Si tu as 12 ans et que celui qui t'a frappé en chemin a 12 ans et que tu ne t'es pas défendu, on te chicote encore. Ça s'appelle le code de l'honneur. On dit Serayon in l'orbe, ouais. Ton égal ne te dépasse pas. Quand ton égal te cherche des problèmes, vous réglez ça entre égaux. Par contre, si tu viens à la maison à 12 ans et tu expliques qu'il y a un gars de 20 ans qui t'a tapé, mais on cherche ton frère ou ton cousin de 20 ans pour aller le chercher et lui montrer que, il y a des gars de 20 ans qui sont plus forts que toi. En Pays Bassa, là, c'était le code de l'honneur. Sera ni sera. Chaque génération, c'est-à-dire que les moutons marchent ensemble, mais ils n'ont pas le même prix, chacun sait. Alors, je simplifie le raisonnement en disant, mais lorsque le peuple camerounais sera mobilisé comme un seul homme, mais son serviteur que je suis, et tous les autres Camerounais, nous serons protégés par cette mobilisation. L'ayatollah Khomeini est parti de France ici, il est rentré en Iran, à quel moment? Mais quand son peuple était en ébullition. Oui, parce que Khomeini, c'est un cerveau de la révolution iranienne. Il est parti d'où? Nofle-le-Château, 1979. Il n'est pas rentré. Mais vous savez ce qui s'est passé pour que Khomeini, qui était l'un des guides, le guide suprême de la révolution iranienne rentre. Vous savez ce qui s'est passé? Le peuple iranien est entré en ébullition. Le Shah d'Iran ne pouvait plus disposer de la vie des Iraniens. Quand les leaders de la révolution iranienne sont rentrés. Mais je dis donc ça calmement aux Camerounais. Laissez, le pays va chauffer, je vais rentrer. Mais comment voulez-vous que quelqu'un qui est au service de la pensée, quelqu'un qui est au service de la théorie, la stratégie, pourquoi voulez-vous que je gaspille le personnel révolutionnaire? Il faut d'abord que nous atteignions un niveau de mobilisation pour que l'élite révolutionnaire, monte en première ligne. Vous avez dit, Paul Biya qui est là, il a fait combien de marches? Il a pris combien de risques physiques? La seule fois qu'il a pris un risque physique, c'était pour se cacher contre les putschistes de 1984. Il a fait quoi? C'est l'armée française qui les a installés à la tête du Cameroun, en massacrant 1 million de Camerounais. Donc, je n'ai aucun complexe d'exilé. Je n'ai aucun complexe d'exilé parce que je sais que, selon le code de l'honneur, un penseur, un intellectuel révolutionnaire, un leader révolutionnaire, organise les rapports de force. Et c'est dans le cadre des rapports de force que lui-même se mobilise. Et il n'est pas dans la bravade. Ah non, moi tout seul, je vais affronter
toute la police de Yaoundé, je vais affronter toute la gendarmerie de Yaoundé, je vais affronter tous les renseignements généraux de Yaoundé. Je suis bête. Qui au Cameroun peut les affronter seul? Alors, il nous faut créer une situation populaire qui permette au leadership révolutionnaire de rentrer entièrement dans le pays et de faire jonction avec ceux qui sont sur place. Mais c'est comme ça depuis la nuit des temps. Lisez l'histoire de la révolution russe. Lisez l'histoire de la révolution française. Lisez l'histoire de la révolution chinoise. Le leadership révolutionnaire ne se balade pas comme ça parce qu'on l'a convoqué à un duel. Viens nous montrer ça. Viens Adam à Yaoundé. Mais je vais venir. Mais je vais venir quand mes conditions à moi sont remplies, pas vos conditions à vous. Donc les gars là, je lui rappelle qu'en 1992, les conditions étaient remplies. Je t'avais pas battu. Est-ce que tu m'as rendu? Tu peux. Même maintenant, là, on enlève les montres, on se met à côté, là, on fait ça comme chez nous au Cameroun. Je vais te battre. Je te bats. Il était étonné, je dis, mais c'est la même chose. Votre Paul Biya, là, il est plus âgé que mon père, qui est déjà dans la tombe. Est-ce que Paul Biya peut me battre? Si on me laisse avec Paul Biya, là, nous deux, est-ce que quelqu'un peut me laisser avec Paul Biya en disant à Paul Biya de venir me battre? Vous êtes dans une asymétrie, vous profitez des relations, des rapports, des moyens de l'État. Ne vous en vantez pas de trop, parce que ces moyens-là, ils changent de main à travers l'histoire. Les moyens de l'État, là, ils changent de main à travers l'histoire. Mobutu les avait un coup. Un coup, il les avait plus. Idi Amin les avait un coup. Un coup, il les avait plus. Hitler avait ces moyens-là. Un coup, il les avait plus. Ou bien ce que je dis là est faux. Ahidjo avait ses moyens, mais un coup, il les avait plus. Pourquoi Ahidjo est mort en exil? Pourquoi Ahidjo n'a pas forcé pour venir à pied? Venir à Yaoundé. Mais voici, c'est moi Ahidjo. J'ai été président ici pendant 22 ans. Pourquoi il n'est pas venu? Il est mort au Sénégal, enterré au Sénégal. Mais parce qu'il n'a jamais pu reconstituer une situation où le rapport de force soit favorable à sa présence à Yaoundé. Donc, je fais valoir cet argument. Alors, on me parle de ceux qui sont sur place. Mais celui qui est sur place, il fait la politique de la situation dans laquelle il est sur place. Celui qui est en exil fait la politique de la situation dans laquelle il est en exil. Et à un moment donné, les efforts des combattants qui sont sur place et qui sont des efforts calculés, mesurés, progressés, tout ça va s'unir et ça produit la révolution. Donc, calmez-vous. Ce n'est pas une question de courage physique. Le courage physique, ce n'est pas la folie. Ce n'est pas de la témérité. C'est un courage qui doit s'aligner sur l'évolution du rapport de force. D'accord? Les processus révolutionnaires se font avec une évolution des rapports de force. Et le leadership révolutionnaire se positionne dans le terrain au fur et à mesure que le rapport de force mute. Vous pensez qu'on va rentrer en Côte d'Ivoire, on va rentrer au Cameroun, on va rentrer partout là? Vous serez là. On va toujours se parler ici. Je vais venir ici et dire, alors, je ne suis pas Yaoundé. Alors, est-ce que je ne sais pas, Abidjan ici là, Ouattara n'est-il pas tombé? Oui, je vais venir ici vous demander. Donc, moi je voulais vraiment dire aux uns aux autres que je n'ai aucune espèce de complexe. Je ne me sens pas inférieur à ceux qui combattent la dictature sur le terrain. Non, je me sens utile dans ma position. Et quand je pourrais être plus utile à l'intérieur de mon pays natal, le Cameroun, mais j'y serai. Mais c'est moi et mes camarades qui analysons les conditions dans lesquelles je dois y être. Ce n'est pas quelqu'un qui est assis sur Facebook et qui croit que, parce que je veux lui montrer que je suis fort, je vais jouer au téméraire ou au fou. Je ne vais pas jouer au téméraire ou au fou. Je sais à qui j'ai affaire. Je sais que j'ai affaire à une force organisée et que c'est les masses populaires organisées qui vont permettre à l'élite révolutionnaire de se repositionner pleinement sur le terrain. Voilà. Je voulais dire ça. Et je voulais dire qu'individuellement, là, il n'y a pas quelqu'un de ma génération qui soit pour moi un problème insurmontable, individuellement. Donc que les gars arrêtent de se vanter en se cachant derrière le commissariat, se cachant derrière la gendarmerie, se cachant derrière les renseignements. Vous-même, vous valez quoi? Les gars qui passent leur temps à Yaoundé là, en train de boire 7 litres de vin rouge par jour, ils valent quoi? Si eux-mêmes, là, quand ça va chauffer à Yaoundé, est-ce qu'ils auront même la force de courir 100 mètres? Tu vois des gars qui ont 50 ans, ils ne marchent même plus, tellement ils sont perclus de jouissances abusives. Et ce sont eux qui arrivent. Il faut venir ici. On arrive, mais dans nos conditions. Pourquoi vous voulez qu'on vienne dans vos conditions? On se connaît.
Quand les conditions sont réunies, vous ne pouvez pas nous battre. Quand il n'y avait pas la tricherie dans l'école camerounaise, là, on vous battait, non? On ne vous battait pas. Les résultats sont là. Allez toujours retrouver les archives. On vous battait. Les conditions vont être rétablies. Partout en Afrique, là, les dictatures vont glisser et tomber. Les Africains vont rentrer partout chez eux. Ce qui se passe dans l'AES va se passer dans toute l'Afrique centrale. Toute l'Afrique noire a vocation à entrer dans le 21e siècle, dans une ère de prospérité, de vibration positive et de propulser la respectabilité de l'homme africain partout sur la terre. Écrivez ça. Ça va arriver. Il y a des gens qui ne savaient pas que ce qui se passe au Mali, au Burkina Faso, là, allait arriver. C'est arrivé, non? Il y a des gens là, jamais ils vont se retirer, ils se sont retirés. Même le Tchad leur a dit, hey, get out. Même le Tchad, qu'ils considéraient comme leur serpillère, leur a dit, venez, 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 venez. C'est par là-bas. D'accord? Donc ça va être comme ça. Et puis, plus ils vont perdre la présence de leur tuteur sur le continent africain, plus ils vont tomber. Biya va tomber, Ouattara va tomber, Sassou va tomber. Tout ce qui compte sur le néocolonialisme français, l'impérialisme là, occidental ou moyen-oriental, pour se maintenir au pouvoir, ils vont tomber. On va rentrer chez nous. On va rentrer. On aura toute l'attitude de se promener dans le monde, mais on va rentrer partout en Afrique, comme on rentre au Sahel. C'est comme ça qu'on va rentrer au Cameroun, c'est comme ça qu'on va rentrer au Congo-Brazzaville, et on reviendra sur les réseaux sociaux ici dire, mais je ne vous avais pas dit ça. Je vous l'ai dit. Quand je disais il y a 5 ans, 10 ans, hein, l'armée française va être obligée de quitter. Oh, les mêmes reviennent. Bon, je voulais répondre à ces petites objections que je lis sur les réseaux sociaux. J'observe du reste que pour ce qui est du Cameroun, tout le monde tombe d'accord avec le fait qu'il n'y a pas élection. Tout le monde tombe d'accord avec le fait que Elekam n'organise pas une élection. Tout le monde tombe d'accord avec le fait qu'attendre que Paul Biya proclame des résultats en sa défaveur, c'est une folie. Tout le monde est d'accord avec le fait qu'on est obligé de s'organiser pour lutter pour la fin de ce régime et instaurer une transition vers une vraie république. Je me réjouis du fait que, malgré les tombereaux d'insultes, etc., que les gens déploient parce qu'ils ne pensent pas assez, certains matins, ils se réveillent, ils se rendent compte, on a quand même la chance d'avoir des gens qui nous disent ce qui va se passer, même quand ça ne nous plaît pas. J'aimerais être toujours de ceux-là qui, modestement, mais courageusement, ont éclairé leur peuple. Ainsi soit-il. Merci mes chers amis, c'était les conversations du soir. Donc, rendez-vous au Niger, sur le terrain. Hein? C'est pas vous qui dites qu'il faut être sur le terrain. Je m'en vais sur le terrain. Quand je vais encore sur le terrain, mes amis, je leur manque sur Facebook. On ne t'a pas vu depuis longtemps. Je dis, je suis sur le terrain. N'oublie pas que c'est vraiment ton rôle, c'est l'éveilleur. Je dis, bon, voilà les gars. Quand je vais sur le terrain, mes amis se plaignent. Ils n'ont plus les pains spirituels de la liberté. Quand je viens sur Facebook, on dit, révolutionnaire de Facebook, professeur de Facebook. Je me fiche comme de l'an 40 de ces objections parce que je sais que le terrain bouge. D'accord? Le terrain bouge du tonnerre. Et en particulier, le Mali, le Burkina Faso et le Niger nous réjouissent beaucoup par le courage qu'ils ont d'ouvrir le chemin. Que Dieu bénisse ces peuples et ces pays et qu'ils inspirent l'Afrique, qu'ils inspirent toute l'Afrique. Ouais, les gens qui viennent avec des objections, ouya là, je m'en gaba. Hein, Patricia Digo, je m'en gaba de ça. GPS toujours. Moi, je sais quand je serai à Abidjan, je sais quand je serai à Yaoundé, à Douala, moi je sais. C'est vous qui allez me ramener. Quand je sortais là, c'est vous qui m'avez sorti. Non, viens ici, viens ici. Mais ceux qui sont là-bas, est-ce qu'ils font mieux que moi? Merci beaucoup, merci mes chers amis. Est-ce qu'on est avec nous?
Voilà. Merci, mes chers amis. Je vous aime également. Merci infiniment. Anissé Didi. Mourinho de fer et gêne. Vraiment, à bas les ouya ouya. Qu'il nous laisse tranquille, les Nyamarodé, là. Mustapha Gebre. Poussa Barka. Poussa Barka, mon cher Mustapha. Poussa Barka. Poussa Barka. Pourquoi on a des problèmes de réseau, là? Tac, tac, tac. Pourquoi on a des problèmes de réseau? Bon, je change de musique, peut-être qu'avec l'Icalo. Alors, très bien. Combien étions-nous d'ailleurs? Sur TikTok, je vais vous le dire. Sur YouTube, nous étions un peu plus de 3000 personnes au total sur les deux chaînes YouTube. Nous étions près de 500 sur Facebook. Ça fait donc 3500. Combien étions-nous sur TikTok? Combien étions-nous? Je vais vous le dire tout de suite. Voilà, hop. Voilà, nous étions donc 12 000 en direct sur TikTok. Donc, quand on y ajoute les 4 000 que vous étiez, nous étions environ 16 à 18 000 en direct de cette émission, pourtant tardive. Merci infiniment. Merci de votre confiance. J'ai quelques soucis de réseau. C'est pas grave. Je vous souhaite une excellente fin de soirée. Soyez bénis. Merci beaucoup. Rendez-vous à Niamey. Rendez-vous à Niamey. Non, il faut regarder sur l'affiche des chaînes. Vous allez voir le numéro WhatsApp. Le numéro WhatsApp, vous allez le voir sur l'affiche, sur les différentes pages. Merci.